Alors, bonjour à toutes et à tous et merci de me donner l'opportunité de vous présenter MyBrain Technologies. Merci à la région, merci à la Fondation Fondamentale. Donc, je dirige une société qui est aujourd'hui de 30 personnes issues de l'Institut du cerveau qui s'appelle MyBrain Technologies et qui développe le MeloMind et le MeloMind Pro que je vais vous présenter. Et qui vient apporter des solutions à 3 problèmes principaux dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, que je synthétise ici sur la partie diagnostic, la partie traitement et la partie suivi, et sur lesquels on a un premier problème typiquement dans ce que nous on va traiter, qui est dans le monde de l'anxiété et de la dépression, qui est du stress post-traumatique dont je vais parler après. Typiquement, on a un manque de solutions pour apporter des précisions de diagnostic ou alors d'aller chercher du diagnostic là où on en a moins. 85% des personnes anxieuses pathologiques ne sont pas bien diagnostiquées. On a des solutions qui sont très orientées vers du soin soit plutôt classique, soit moléculaire, et il y a de nouvelles solutions à apporter qui se basent sur du digital, ce qu'on appelle les digital therapeutics. Et il y a une troisième problématique, c'est de faire le suivi, d'éviter les rechutes, d'avoir une meilleure prédiction et surtout de relier le patient, ce qui est aujourd'hui assez difficile dans le contexte actuel de gestion. Et je ne parle même pas du manque potentiellement de cliniciens. Petit focus rapide sur le Covid-19 et l'impact sur la santé mentale, notamment sur l'anxiété et la dépression. Plusieurs personnes l'ont rappelé tout à l'heure. On a une augmentation de près de 20%, c'est les derniers chiffres du 28 décembre, donc c'est vraiment très récent, de prévalence en France au niveau de dépression, un peu plus au niveau de l'anxiété, alors qu'en moyenne, la prévalence, c'est autour de 5-6%. Donc, on peut voir que le Covid, et là, vous voyez la petite courbe en haut à gauche sur une petite extraction d'un Google Trends que les gens recherchent sur Internet aujourd'hui comme requête sur Covid et anxiété. Le premier pic, c'est le mois de mars, et puis on voit que ça n'a pas diminué, ça c'est une évidence, mais surtout, c'est directement dépendant des crises, directement dépendant des confinements, et ça ne fait qu'augmenter. Alors, comment on apporte des solutions à ces différents problèmes? Ce que nous faisons chez MyBrain se fait dans le monde de la psychiatrie, ce qu'on appelle la psychiatrie computationnelle. On va chercher à apporter des données précises aux cliniciens, mais aussi aux patients, pour le remettre au centre du soin, qu'il soit proactif, de manière à ce qu'on puisse affiner les évaluations, le suivi, avec des données objectives et de plusieurs natures. Ce qu'on cherche à faire, c'est relier le monde de ce qu'on appelle la métacognition. Comment est-ce qu'un patient se voit lui-même? Aujourd'hui, c'est très subjectif, la manière dont il va décrire sa pathologie. Et surtout, comment est-ce que son praticien, son clinicien le voit? Comment son praticien voit ce que lui voit de lui-même? La métacognition. Et on a des outils plutôt matures qui apportent aujourd'hui, sur une base de littérature très importante, des solutions de neuroimagerie qui vont de l'IRM à l'EEG, l'électroencéphalographie, que nous on utilise. Et l'objet de MyBrain, la mission qu'on a, c'est d'être le pont entre ces mondes. Alors, plus concrètement, moins théorique, en pratique, on a la solution MeloMind Pro. C'est une solution qui se base sur 3 briques qui viennent apporter des réponses aux 3 problèmes que j'ai présentés tout à l'heure, qui sont les problèmes de la psychiatrie moderne. Le premier problème, c'est de digitaliser, d'apporter des outils sur une base de smartphone mobile et sur une base accessible n'importe où et sur n'importe quel type d'ordinateur, pour le patient comme le praticien, pour remplir ses évaluations et les suivre. Mais aussi de croiser ces données plutôt subjectives, donc comportementales, avec des données quantitatives, objectives de mesures biologiques, qui vont de l'EEG ou au cœur. La deuxième brique, je n'ai pas plus de temps pour vous expliquer le contexte, mais on a toute une gamme d'intelligence artificielle qui se place déjà à ce niveau-là. Ensuite, on a un deuxième niveau qui est de donner un soin complémentaire aux soins qui sont apportés aujourd'hui de la psychothérapie plus classique ou même des nouveaux types de psychothérapie et du moléculaire. Et il y a un troisième type qui vient s'ajouter, que nous, on utilise, qui est le digital therapeutics, c'est-à-dire qu'on va utiliser un principe actif qui vient du digital, et c'est ce que nous, on utilise, le neurofeedback. Donc un traitement où on va apprendre aux gens de manière endogène, c'est par eux-mêmes, à moduler leur propre système biologique, en l'occurrence ici, d'être connectés directement avec leur cerveau, sur la base de nos biomarqueurs qui mesurent la différence entre un système dit normal de leur état de leur EEG, de la dynamique de leur EEG, pour les ramener à un niveau moins pathologique
par rapport à des bases normatives. C'est là que le big data vient apporter des informations intéressantes à croiser avec des dimensions de données très précises sur du quantitatif, mais aussi très précises dans le suivi du comportemental. Et le dernier, c'est de relier ces deux mondes-là avec un suivi dans le temps, où on remet encore une fois le patient au centre, puisque de chez lui, n'importe où, n'importe quand, il peut être connecté à son praticien. Donc, pour résumer la solution, on cherche à réduire l'espace spatio-temporel entre deux dimensions et les optimiser avec notre solution MeloMind Pro. C'est d'optimiser l'évaluation du clinicien, qui se fait aujourd'hui soit en clinique, soit en cabinet, soit à l'hôpital, et d'augmenter le nombre de data qu'on peut récolter de manière passive ou active à travers du neurofeedback chez le patient, n'importe où, n'importe quand. Et ces trois dimensions-là, de les intégrer dans des outils qui sont des machines, qui viennent au service du clinicien et du patient pour les informer d'une meilleure manière. Alors, je vais aller très vite parce que je n'ai pas le temps de développer, mais il y a des éléments importants. Et la première chose, c'est que les solutions qu'on développe sont toutes validées scientifiquement. La première chose, c'est qu'on utilise donc ce casque que vous voyez au milieu, qui est en fait un casque audio, qui est un électroencéphalogramme, qui contient des capteurs à électrodes sèches qu'on a validés contre les benchmarks standards des casques à électrodes humides, pour montrer qu'on a les mêmes niveaux de qualité ou quasi mêmes niveaux de qualité en fonction des contextes qui nous intéressent. Évidemment, il y a des publications derrière et je serais ravi de les apporter aux personnes qui le souhaitent. Deuxième chose importante, je parlais de neurofeedback. Est-ce qu'on est vraiment capable d'avoir un principe actif digital derrière une solution comme moduler son propre cerveau ou moduler son propre rythme cardiaque? Vous voyez ici une étude qu'on a menée à l'Institut du cerveau, des chercheurs de très haut niveau. Je suis moi-même chercheur à la base dans ce domaine. Et on a conçu quelque chose qui est unique au monde, une étude randomisée double aveugle sur ce sujet, où on va montrer contre placebo la possibilité de moduler son activité cérébrale. La courbe bleue montre le groupe de neurofeedback qui a fait du vrai MeloMind et qui montre une capacité d'augmenter, ici c'était les ondes alpha qui étaient ciblées, leur niveau d'ondes alpha à travers les sessions et dans le temps. C'est tout l'objet de faire du neurofeedback, c'est de moduler soi-même sa plasticité cérébrale contre le groupe contrôle, vous voyez en bas, qui n'a pas de plasticité ou peu de plasticité cérébrale sur la cible qui lui a été donnée parce que ce n'était pas sa vraie activité cérébrale qu'elle modulait. Ici, le principe, c'est de moduler à travers un retour audio sa propre activité. Et derrière, il y a beaucoup d'autres résultats, notamment de diminuer les niveaux d'anxiété perçus, de diminuer les niveaux de stress perçus, d'augmenter les niveaux de relaxation perçus. Donc, le subjectif et le quantitatif ici viennent corréler et apporter des solutions qui sont justement scientifiquement prouvées et qui, à travers, je dirais aujourd'hui, plus de 40 000 sessions d'entraînement cérébral, ont apporté déjà des solutions à nos clients. Donc 40 000 sessions d'entraînement de neurofeedback pour différents types de stress et d'anxiété, c'est aujourd'hui une première mondiale dans ce domaine, je veux dire. Si ça passe, ça passe pas. Si. Alors, qu'est-ce qu'on se propose de faire pour la suite? On est en train de passer cette solution, MeloMind Pro, plus spécifiquement dans le cadre d'une étude clinique. Et donc, c'est un appel que je lance aux différents partenaires. Et encore une fois, merci de nous avoir sélectionnés parce qu'on est ravis d'avoir la parole pour dire aux cliniciens, pour dire aux industriels de la medtech, aux industriels des labos pharma, et à tous les gens qui sont intéressés par ce domaine, de nous rejoindre dans ce type d'études pour apporter cette solution sur l'anxiété à travers cette étude sur les stress post-traumatiques et l'anxiété qu'on va mener très prochainement. J'espère peut-être qu'on travaillera avec la Fondation Fondamentale pour les différentes innovations que j'ai pour certaines découvertes aujourd'hui en financement aussi et en lien avec les différentes cliniques, notamment nous sur cette étude-là, on travaille avec Clinéa entre autres. Pour finir, juste un petit mot qui pose pour nous un peu les points des barrières à lever en technologie de la psychiatrie auxquelles on s'est vu confronté par le passé ou encore aujourd'hui. 4 principaux points. Le premier, et plusieurs personnes l'ont mentionné, c'est que la route vers le marché, elle est difficile. Elle est difficile parce que la psychiatrie est complexe. Il y a des sous-domaines dans l'anxiété, des sous-domaines dans la dépression, la schizophrénie, c'est très très complexe. Et puis la réglementation qu'il y a derrière ne va pas vers une tendance générale à rembourser. Et donc on a des problèmes de remboursement pour pouvoir dire demain à d'autres investisseurs, ok, le chemin pour aller sur le marché, il est clair. Surtout que nous sommes dans un chemin où nous, on va aller hors des hôpitaux, chez les gens, leur apporter des solutions
à domicile. On a un problème aussi dans la gestion, dans les opportunités de type de fonds d'investissement, publics ou privés, qui ont assez peu de connaissances ou qui sont assez peu focalisés en venture capital sur la santé mentale. Je ne parle même pas qu'en France, c'est vrai à l'échelle mondiale. Et donc, il est assez facile de passer jusqu'à une série A, de lever quelques millions. Jusqu'à présent, on a eu la possibilité de lever et on a la chance de pouvoir faire notre R&D avec des partenaires et donc on continue de le faire. Mais on a connu ça et par la suite, passer des séries A, lever 10, 20, 30, 40 millions pour pouvoir passer ces outils qui sont des outils de deep tech et donc qui ne sont pas des innovations d'intelligence artificielle avec des briques déjà existantes sur lesquelles on peut appliquer à un problème et c'est déjà très bien de le faire. Là, on part d'un peu plus loin puisqu'on veut relier des mondes qui sont quand même très différents et qui nécessitent donc beaucoup d'argent. Et donc, le financement là-dessus reste un problème important. La recherche et les applications solutions, notamment les digital therapeutics, sont à peine émergentes parce que la recherche globale, elle se fait sur comment est-ce qu'on peut soigner avec des molécules en psychiatrie, entre autres. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses. Je suis ravi de voir qu'il y a des choses sur le microbiome, ça va jusqu'à la psychothérapie et autres. Dans le monde de la neuromodulation ou de la neurophénoménologie, ou tout ce qui est phénotypage digital, j'en ai entendu parler aujourd'hui et c'est très bien, on veut apporter des solutions qui coûtent cher, qui ont un chemin qui est long et compliqué et sur lesquels on va avoir besoin de l'aide de nouveaux acteurs privés et publics. Et pour finir, un des problèmes qui me semble majeur et qu'on a pu voir dans le passé, qui est lié au premier problème, c'est que j'ai entendu des chiffres très intéressants tout à l'heure, un retour sur investissement 37%, c'est génial. Et ça, c'est des bons chiffres et il faut qu'il y en ait de plus en plus. Mais ils ont encore du mal à convaincre des investisseurs ou des gros industriels, quels qu'ils soient, à venir se rapprocher de startups en deep tech pour pouvoir les aider à se financer ou déployer des solutions. Et donc, c'est les grandes briques sur lesquelles on veut ouvrir juste simplement le discours et la porte sur des sujets qu'on a pu vivre par le passé. Voilà, merci de votre attention. Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à l'accueil, à cette possibilité de présenter les cas que nous développons. Un grand merci à la région, à la Fondation Fondamentale et à toutes les personnes ici présentes. Donc, je m'appelle Ladislas Dotoldi, je suis le cofondateur de l'ECA. Et chez l'ECA, notre mission, c'est d'aider les enfants exceptionnels à vivre des vies exceptionnelles. Et par enfants exceptionnels, on entend tous les enfants dont les capacités motrices, intellectuelles, cognitives diffèrent de la norme, soit en plus, soit en moins, mais qui dans tous les cas nécessitent des adaptations dans les processus de jeu, d'apprentissage et d'éveil. Et en particulier, nous, on travaille avec les enfants qui sont touchés par l'autisme, par la trisomie, par le polyhandicap, tous les enfants dont l'apprentissage est différent. L'autisme, la prévalence aujourd'hui, vous le savez sûrement, aux États-Unis, elle est estimée à 1 enfant sur 59 à la naissance, donc c'est des millions d'enfants qui sont touchés. Et c'est plus que les enfants qui sont touchés par le diabète, le sida, le cancer, la trisomie, tout ça combiné. Pour aider ces enfants exceptionnels, nous, on a imaginé une solution qui se sert de la robotique. Et on n'a pas inventé grand-chose, entre guillemets. On s'est basé sur une recherche qui est florissante et riche, qui montre que quand en fait, vous mettez un enfant, un robot et un professionnel, de manière très schématique, l'enfant va plus interagir avec le professionnel par le biais du robot que si le robot n'est pas là. Et donc le robot devient ce tiers à la relation, ce catalyseur d'interaction, tout en étant aussi un tampon qui va gommer toutes les imperfections des interactions sociales qui peuvent être si difficiles pour ces enfants. Si on remplace le robot par une tablette, par un ordinateur, par une peluche, on perd ce côté catalyseur. Et donc pour répondre à tous ces besoins et pour aller dans cette voie de la robotique, on a développé ce petit robot sphérique qui s'appelle l'ECA, qui est rond, qui se déplace, qui change de couleur, qui a plein de capteurs, et qui pour fonctionner se connecte à votre iPad. Donc c'est la solution composée à la fois du robot et de l'iPad. Le robot tout seul n'est pas autonome, on ne fait pas de la robotique autonome humanoïde comme on peut le voir chez d'autres acteurs. Tout se passe dans l'iPad, c'est l'iPad qui réfléchit, et le professionnel est toujours en contrôle de tout ce qui se passe avec le robot. Donc en fait, l'iPad contient tout le contenu éducatif que nous développons, main dans la main avec les professionnels qui utilisent l'ECA et qui vont travailler différentes aires d'apprentissage.
Alors, normalement, j'ai une petite vidéo. Non, pas tout de suite, ça arrive. Alors, rapidement, donc, l'ECA, à quoi il sert? Donc, quel public? Donc, j'ai dit les enfants touchés par l'autisme, handicap mental et cognitif, troubles de l'apprentissage. Il s'utilise à la fois en séance individuelle, donc un professionnel, un enfant et l'ECA, ou en atelier collectif. On a des LECA dans des crèches, en particulier des crèches de la Croix-Rouge, dans le 17e, pas très loin d'ici, où on a des enfants en situation de handicap et des enfants pas en situation de handicap qui jouent ensemble autour de l'ECA avec des activités collectives. Il peut aussi servir d'outil sensoriel pour se détendre dans les structures spécialisées avec lesquelles on travaille, en salle Snowzealand par exemple, ou en famille. Alors ça, c'est pour le futur, mais notre objectif, c'est de pas de rester qu'avec les professionnels, c'est aussi d'ouvrir demain aux familles. Et permet de progresser sur les compétences cognitives, le développement psychomoteur, la communication et les interactions sociales. Ce qui est important, c'est qu'ils respectent les recommandations de la Haute Autorité de Santé et s'inspirent des méthodes de prise en charge les plus en pointe, ABA, Teach, Denver, pour ne citer qu'elles. Et surtout que les contenus pédagogiques qu'on propose, en fait, ils sont développés main dans la main avec des chercheurs et des praticiens experts de l'éducation spécialisée. C'est pas nous, tout seuls, les cas qui avons l'idée du contenu éducatif, c'est vraiment les professionnels qui développent ce contenu, on le développe pour eux, sur leurs idées, soit en prenant des choses qu'ils font déjà et en intégrant les cas dans leur pratique quotidienne, soit en développant des nouvelles choses qu'ils ne font pas encore et qu'ils ont envie de pouvoir faire avec les cas. Alors la petite vidéo arrive là. Vous n'avez pas pu la mettre, eh ben c'est pas grave. Elle est disponible sur YouTube si vous voulez aller la regarder. On travaille avec un club expert qui est composé de professionnels qui se rassemblent tous les trimestres. Quand je dis professionnels, on a vraiment de tout. On a des éducateurs spécialisés, on a des psychomotriciens, on a des ergothérapeutes, on a des psychologues. Tous ces gens qui se rassemblent autour des enfants exceptionnels avec lesquels on travaille, qui utilisent notre produit, qui nous font des retours, des nouvelles idées ou qui nous disent qu'on ne va pas forcément dans la bonne direction parce que ça arrive. Tout ça, c'est un work in progress. Parfois, on peut se tromper et donc ces gens-là sont là aussi pour nous cadrer en plus de nous donner des bonnes idées. Donc, comme je le disais, on a du contenu éducatif qui est adapté aux besoins de chaque enfant. En fait, on fonctionne on a des activités qui peuvent être rassemblées dans des parcours. Donc, un parcours, c'est un séquençage des activités pour travailler un objectif éducatif global. Toutes ces activités travaillent différentes aires d'apprentissage. Donc, dans les activités, par exemple, on a une activité qui s'appelle le loto des couleurs qui va permettre de travailler la reconnaissance des couleurs. Donc, l'ECA se met en rouge et l'enfant doit nommer la couleur ou la choisir sur l'iPad pour valider. Donc ça permet de travailler la reconnaissance des couleurs et comme ça, on peut travailler plein d'aires d'apprentissage différentes. Ce contenu éducatif, mais je vous l'ai déjà dit, est évolutif. On a 72 activités existantes, 63 en cours de développement et ce contenu est construit en permanence avec les gens qui utilisent l'ECA aujourd'hui. Donc, le produit est validé par la recherche, basé sur la recherche d'autres. Ça, on a vraiment beaucoup creusé ce qui avait été fait pour reprendre ce qui marchait bien et éviter ce qui ne marchait pas forcément bien. On a aussi fait une étude scientifique nous-mêmes. Enfin, d'ailleurs, on l'a pas faite, d'autres gens l'ont faite. C'était commandité par Nexem avec le CRPPS en laboratoire de recherche. Nous, on ne fournissait que le robot et le contenu éducatif. On a eu quelques difficultés, je dirais, avec cette étude scientifique parce qu'on s'est rendu compte que de travailler avec des enfants autistes dans ce cas-là, ça n'est pas simple et que, en particulier, la récupération des données, parce que ça se faisait on filmait, ne marchait pas toujours. En particulier, dès que l'enfant sortait du champ de la caméra, on jetait toute la séance puisqu'on considérait que la donnée n'était plus valable. Ce qui fait que c'était plutôt un test d'une future étude scientifique sur laquelle on travaille aujourd'hui, donc les préliminaires pour se rendre compte de ce qui était possible ou pas de faire. Cela dit, en termes d'études de cas, on a vraiment des choses très intéressantes qui ont été montrées et je pourrais revenir en détail dessus s'il y a des gens qui sont intéressés. On a aussi d'autres centres de recherche universitaires qui ont acquis des LECA et qui l'utilisent dans différentes études. Hop. Ce qui était important pour nous avec cette étude commanditée par Nexem, c'était de montrer que l'ECA n'est pas un frein aux interactions sociales. Souvent, quand on parle de robots, d'abord les gens s'imaginent que le robot va remplacer l'humain. Je peux vous rassurer que l'ECA n'est pas encore en capacité de le faire. Je ne pense pas qu'il le sera. Et vraiment pour nous, c'était d'utiliser le robot comme médiateur et c'est vraiment ce qu'a montré notre étude. C'est que ça ne renfermait pas l'enfant, bien au contraire.
ça servait comme ça à ouvrir l'enfant sur le monde qui l'entoure. Et surtout, la force du robot, je dirais, c'est qu'il est dans un monde tridimensionnel. Il n'est pas sur une tablette, sur un plan en 2D. Et donc ça, naturellement, ça force l'enfant à utiliser toute sa motricité globale pour interagir avec l'objet. Et donc, ça travaille le développement psychomoteur. Donc, c'est vraiment ce qui est ressorti et qui nous a semblé le plus intéressant. Aujourd'hui, on avait lancé un programme de co-développement il y a bien 2 ans et demi maintenant. Donc, on a 120 robots qui sont utilisés dans 54 structures dans 12 pays. On a environ 500 enfants qui l'utilisent. Donc, ça nous fait des retours divers et variés, mais surtout culturellement très variés. C'est très intéressant parce qu'on en a au Canada, aux États-Unis, en Europe évidemment, mais on va jusqu'en Malaisie, en Australie. Et c'est intéressant d'avoir des retours de professionnels d'horizons très différents. Et on se rend compte qu'en fait, l'ECA est assez universel. Étant un outil dans la boîte à outils des professionnels, il est vraiment adaptable à l'usage et aux méthodologies locales ou aux pratiques locales. Donc aujourd'hui, on arrive sur la version industrielle. On est en fin d'industrialisation qui va rajouter quelques fonctionnalités à la version actuelle, en particulier un écran pour le rendre plus interactif si on en a envie. Pour la petite histoire, donc l'ECA au départ était une start-up qui a été fondée en 2014. On en parlait, les problèmes de financement, et donc on a réintégré APF France Handicap, l'association ex-association des paralysés de France, maintenant APF France Handicap, et en particulier on travaille avec APF Entreprise qui va fabriquer le robot. Donc c'est des entreprises adaptées qui embauchent des personnes en situation de handicap. Donc on a un produit qui est une solution pour les enfants exceptionnels, fabriqué par des personnes en situation de handicap. Donc je trouve que c'est aussi une belle image et une jolie boucle qui est bouclée comme ça, d'avoir cette possibilité-là.